Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Nouveau numéro, nouvel invité. Je reçois pour cet autre numéro Dr Faya Milimono, président du parti Bloc libéral. Avec lui, on va intervenir sur, revenir sur les sujets brûlants de l'actualité, non seulement politique, mais aussi des sujets liés à la vie des citoyens, à la base, puisqu'il vient tout récemment de rentrer de Djekedou, où il a fait un séjour de 1 mois à l'intérieur du pays. Là-dessus, il va revenir en gros dans cette émission Café Débat. Voilà, Dr Faya, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, je suis très content encore une fois d'être là et je dis bonsoir aux téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Alors, première question, vous étiez à l'intérieur du pays à Djekedou. On va parler de ce que vous avez fait comme constat parce que vous êtes venu encore remonter et déçu de ce qui se passe au sein de l'administration locale à l'intérieur du pays, mais aussi le constat sur l'état de nos routes à l'intérieur du pays, pendant que le président Alpha Condé à Conakry se réjouit du travail qu'il fait sur nos routes, en tout cas, mais aussi on va parler de politique, les manifestations en vue par l'autre côté de l'opposition républicaine. Mais avant tous ces sujets, vous avez été victime de, pour certains, cambriolages, d'attaques à votre domicile. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Est-ce que vous étiez à la maison quand les bandits sont venus? Quels ont été les dégâts, s'il y en a eu? Oui, d'abord, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez de revenir sur cet incident parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours dénoncé l'insécurité, n'est-ce pas, dont les populations en général sont exposées. C'est dans la nuit du 5, dans la nuit du 5 au 6 que les gens sont venus sous une grande pluie, ont coupé les fils barbelés sur le mur, sont rentrés dans la cour et ils ont scié carrément les antivols pour rentrer au salon et ramasser tout ce qu'il y avait, choses qu'ils trouvaient nécessaire de ramasser, ordinateur, téléphone, la téléplasma qui était là. Alors, c'est le matin seulement que nous nous sommes rendus compte, sinon j'étais là avec les enfants qui étaient dans les chambres et tout le monde, heureusement, qui n'ont pas... Donc vous dormiez? Nous dormions profondément et c'est le matin donc que nous avons constaté que les gens ont effectivement fait une intrusion pour voler ce qui a été volé. Et donc on a appelé la gendarmerie qui est venue faire le constat et nous avons porté plainte contre X. Et c'était juste le lendemain, en pleine journée, que le directeur de communication du Bloc libéral a aussi été cambriolé. En la personne de Aliouba aussi qui a... Justement, qui a subi, donc le parti a fait une déclaration là-dessus pour interpeller les autorités gouvernementales qui prennent très à la légère la sécurité des Guinéens. Quand on est un gouvernement, le rôle premier que vous avez à jouer, c'est de veiller à ce que les gens soient en sécurité, que leurs biens soient en sécurité. Ça manque aujourd'hui dans notre pays et on vit des drames un jour après un autre. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas encore reçu d'informations de la part de la gendarmerie si l'enquête a évolué et si on a éventuellement mis la main sur ceux qui ont fait cette intrusion. Bien, et pourvu que cela continue et qu'on mette la main sur... Mais je veux dire, à un moment donné, on a considéré ça comme une sorte d'acharnement sur vous et les membres de votre parti, puisque la visite de ces bandits à votre domicile, suivie 24 heures après de celui de votre charge à la communication, vous avez pris ça comme une sorte d'attaque ou de ciblage. C'était même pas 24 heures parce que, comme je le disais, j'ai été cambriolé dans la nuit du 5 au 6. Et c'est la journée du 6 que il y a eu cambriolage également au domicile de Aliouba. D'abord la coïncidence. Est-ce que c'est un simple hasard? C'est la question. Étant donné que les domiciles ne sont pas dans le même quartier. Voilà, nous ne sommes pas dans le même quartier. La seule chose qui nous lie, c'est d'appartenir à un même parti politique. Et donc, d'être aussi, si vous voulez, les porte-voix de ce parti politique qui dénonçons l'état du gouvernement, de la gestion publique de notre pays. Donc,
on s'est posé la question, on n'affirme pas, en pareille circonstance, parce que ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui en ont la compétence qui leur est conférée par les fonctions qu'ils exercent, ce sont ces personnes donc qui doivent prendre les dispositions pour que les enquêtes soient menées, pour nous trouver les réponses aux questions que nous nous posons. Est-ce que c'est simplement une coïncidence? Dans le cas d'Aliou, ce qui nous a effectivement amené à voir derrière une main politique, c'est que ça a eu lieu la journée, le cambriolage a eu lieu la journée. Les gens qui ont volé, il y a une personne au moins qui a été arrêtée, une dame, parmi les trois, parce qu'elle a dit qu'elles étaient au nombre de trois, 2 hommes et une femme. Et donc, c'est lorsque effectivement des agents eux-mêmes ont essayé de dire aux personnes liées à Aliouba, de dire à Aliouba de faire très attention, que c'est un problème d'État, etc., etc. Alors, c'est ce qui nous a mis la piste à l'oreille pour dire ça ne doit pas probablement être simplement un cambrioleur ou un voleur qui, en manque de gâteau pour le matin, est en train de chercher, en allant soutirer, c'est que nous autres aussi, qui vivons dans les mêmes conditions que tout le monde, n'est-ce pas, travaillons à obtenir pour nos familles. Donc vous êtes senti visé, intimidé. Nous avons senti donc derrière cela une certaine intimidation qu'on aurait tenté, et nous avons dans une déclaration dit clairement que le BL n'est pas intimidable. Nous ne l'avons jamais accepté et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons l'accepter. Nous continuerons ce combat jusqu'à ce que le peuple de Guinée ait meilleures conditions de vie, qu'il y ait une meilleure sécurité pour l'ensemble des Guinéens, que nos enfants aillent à l'école, dans des écoles, n'est-ce pas, avec des élèves, des enseignants performants, mieux formés, etc., etc. C'est ce que nous cherchons et nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Voilà, on va passer donc à cet autre sujet. Je le disais tout à l'heure, Dr Faya Milimono, vous étiez récemment à Djekedou. Alors vous avez fait des constats sur le terrain dans le fonctionnement de l'administration locale. Vous avez aussi fait le constat sur l'état de notre infrastructure routière de Conakry à Djekedou. D'abord, la question du fonctionnement de l'administration à Djekedou. Il y a une situation qui vous a déçu de ce côté, qui vous a même attristé, alarmé. Quelle est cette situation que vous avez constatée dans l'administration locale de Djekedou? En fait, ce que nous déplorons aujourd'hui dans la gestion de nos territoires, c'est qu'on a confié la gestion à des gens qui n'ont aucune compétence, parce que ce ne sont pas des gens qui sortent des écoles d'administration publique, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont liés soit au président ou ils appartiennent à la même ethnie que le président, etc., etc. Alors, il se trouve donc que ces messieurs, ces dames qui émargent au budget de l'État. Donc, quand quelqu'un est payé par l'État pour faire un travail, il doit d'abord savoir que ce qu'il reçoit comme salaire, ce sont les taxes et les impôts payés par d'autres. Donc, ce sont des gens qui nourrissent leur famille avec les impôts et les taxes payés par l'ensemble des Guinéens. Eh bien, le dernier incident à Djekedou, effectivement, c'est lorsque le secrétaire général des collectivités décentralisées de Djekedou, dont la femme a une boutique dans le marché de Djekedou, et comme vous le savez, même les marchés les plus sales de Conakry, chaque jour, on prélève les droits de marché. C'est des modiques sommes de 500 francs. Par jour que chaque boutiquier étalagiste paye. Eh bien, ce monsieur qui vit et qui nourrit sa famille de taxes et d'impôts trouve moyen de dire à sa famille que quiconque vient leur réclamer les 500 francs, de le battre. Ce qui fut fait. Lorsque l'agente de la commune est allée réclamer, comme elle le faisait d'ailleurs pour tout le monde, arrivé à la boutique donc de monsieur qui se considère être roi. Donc de la femme, la boutique de la femme du secrétaire général des collectivités décentralisées. Alors elle a été effectivement proprement battue, elle a été blessée. Alors pendant qu'on lui administrait des soins à l'hôpital, c'est le secrétaire général des collectivités décentralisées lui-même qui apprend cela et qui vient en compagnie du secrétaire général de l'administration à la commune de Djekedou pour dire qu'il venait vérifier si la femme qui est allée réclamer
n'est-ce pas, la taxe de marché à sa femme ou à la boutique de sa femme était encore là-bas. Et que s'il l'avait trouvé là-bas, il l'aurait davantage battu. Vous comprenez? C'est une mentalité. Aujourd'hui, les populations ont demandé, ils ont même tenu des propos ethnicistes à Gekedou. Parce que quand quelqu'un est incompétent, pour exister, il faut qu'il oppose les gens. Sinon, on n'a pas besoin d'opposer les ethnies entre elles quand on veut donner le bonheur au pays. Donc c'est des gens incompétents qui ne savent pas quoi faire et qui essaient tout le temps de souffler sur les braises ethniques, n'est-ce pas, pour pouvoir se maintenir. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier le fait qu'ils soient à une position autrement qu'en soufflant sur les braises ethniques. Alors, ils ont tenu des propos ethnicistes qui ont été enregistrés par des gens, et c'est alors que les populations, y compris les sages, les religieux, ont dit que les deux doivent partir. C'est-à-dire les deux doivent être enlevés de Gekedou. Qui est qui? Il s'agit du secrétaire général des collectivités décentralisées. Il n'est pas à son premier acte. Un des actes de ce secrétaire général des collectivités décentralisées, on a donné un forage à l'école primaire, je crois Patrice, de Gekedou. Il est logé pas loin de là. Alors le soir, le directeur prend soin de fermer le robinet pour qu'il y ait de l'eau le lendemain pour servir les élèves. Il vient, il trouve que le robinet est fermé, il prend un marteau, il casse. Parce qu'il est le secrétaire général des collectivités décentralisées. Ça, c'est un acte qui lui a été reproché. Une autre fois, c'est un monsieur qui, dans la commune de Koundou, n'est-ce pas, a invité le président de la délégation spéciale qui est là-bas de venir à Gekedou signer un papier pour que les droits que payent les compagnies téléphoniques qui ont installé des antennes de relais sur les terrains de la commune, qui payent donc un montant à la commune, donc ces montants-là sont utilisés dans l'intérêt de la collectivité. Il a invité, n'est-ce pas, le président de la délégation spéciale de Koundou de venir à Gekedou signer un papier pour que ces compagnies-là, au lieu de verser cet argent à la commune, versent cet argent désormais à l'imam. Alors, c'est lorsque le président de la délégation spéciale a pris soin de m'appeler à tout hasard pour avoir conseil, que je lui ai dit, si tu signes un papier quelconque pour enlever à la collectivité un sou de ses intérêts au profit d'un particulier, nous tous ne serons du côté de ceux-là qui vont vous poursuivre en justice. Alors, c'est un monsieur en fait qui se comporte, comme vous le constatez, comme quelqu'un d'incompétent, mais quelqu'un de choses... Avec excès de zèle. Voilà, qui a beaucoup de zèle. Et au-delà même du fait que les populations de Gekedou demandent leur départ de Gekedou, quelqu'un qui se comporte comme ça, le président de la République devait prendre immédiatement un acte pour le destituer. Ou du moins le ministre de l'administration du territoire. Ou du moins le ministre de l'administration du territoire. Mais aujourd'hui, il y a des fils à papa dans notre administration pour des raisons ethniques. Intouchables. Voilà, pour des raisons ethniques, pour des raisons politiques, on les met. Ils sont complètement incompétents, tout le monde le sait. Sinon, comment vous pouvez expliquer qu'un secrétaire général des collectivités décentralisées d'une préfecture peut demander à sa famille de battre un agent de la commune qui réclame un droit de marché de 500 francs guinéens? Bien, entre autres cas de zèle, excès de zèle que ce secrétaire général des collectivités décentralisées de Gekedou fait montre à Gekedou. En plus de lui, vous avez dit que les populations de Gekedou demandent le départ d'un autre. Oui, les deux. C'est-à-dire que lui qui est aux collectivités décentralisées et le secrétaire général de l'administration. Parce que quand ils ont appris... Tous travaillent à la préfecture. Tous deux travaillent à la préfecture. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont appris l'incident, c'est les deux qui sont venus à la commune avec l'intention claire de porter la main une seconde fois sur l'argent qui avait été réclamé, les 500 francs. Et entre-temps, on a appris que, puisque une certaine population voudrait que ces deux-là quittent Gekedou, quittent leur poste, et donc le ministère ou sinon l'autorité centrale à Conakry a dépêché un contingent de militaires pour aller occuper. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout à fait. J'étais à Gekedou parce que d'ailleurs, lorsque je devais rentrer à Gekedou, j'allais là pour un problème purement social parce que c'est ma première fille qui se mariait, donc à Gekedou.
je me rendais là, mais les populations avaient voulu profiter de l'occasion pour organiser une grande réception pour moi. Non pas parce que je suis un acteur politique, mais parce que nous avons été toujours près des populations dont la dignité a été bafouée. Nous venons de gagner le procès contre ceux-là qui ont créé ce qu'on appelle l'affaire Colagate à Gekedou. Donc les populations sont très très contentes pour cela et ont voulu, n'est-ce pas, réserver un accueil sans précédent. Mais la tension existe à Gekedou. Les populations ont demandé que ces deux-là quittent Gekedou. On ne devait pas attendre que les populations demandent. Si on avait affaire à une gouvernance sérieuse, n'est-ce pas, on devait simplement prendre une décision pour que les deux soient complètement destitués. Mais plutôt que de le faire, on a envoyé des militaires, des gendarmes, des policiers et qui s'adonnent à n'importe quoi. Ils trouvent des jeunes, n'est-ce pas, en groupe, ils leur lancent des injures, ils leur retirent des téléphones. C'est-à-dire on essaie de terroriser. Nous sommes arrivés dans ce contexte à Gekedou, on a été obligé de demander aux populations, on a affaire à un gouvernement qu'on ne peut pas qualifier, parce que je ne crois pas que la gouvernance que nous avons aujourd'hui ici veut le bien-être de la Guinée. J'ai donc dit à la population, je suis venu pour le mariage de ma fille, accepter que rien ne se passe jusqu'à ce que je finisse, n'est-ce pas, le mariage de ma fille. En attendant, je chercherai personnellement à connaître quel est le problème et pour voir de quelle façon le problème peut être résolu. Deux choses. Durant mon séjour à Gekedou, n'est-ce pas, j'ai été plusieurs fois témoin de ces provocations de ces militaires ou de ces gendarmes ou policiers envoyés comme si on est sur un terrain de guerre où les forces de défense ou de sécurité peuvent se permettre n'importe quoi. Même en situation de guerre, il y a... Donc vous voulez dire que la ville de Gekedou est en état de siège. Voilà, assiégée effectivement à cause de ceux-là qu'on ne peut même pas considérer comme des administrateurs dans le vrai sens du mot. Vous comprenez? Alors, donc, cette situation, les gens veulent tourner cela en une situation de querelle ethnique à Gekedou. Je rappelle toujours aux gens que la première personne pour connerie qui a été chassée de Gekedou en tant qu'administrateur territorial, un préfet, il s'appelait Faya comme moi, il s'appelait Mirimuno comme moi. La seule différence, lui il était Antoine, moi je suis Lansana. Bien. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, à Gekedou, quiconque se permet de faire des injures publiques, vous comprenez? Un administrateur territorial, on vous chasse de là, comme ce fut le cas de Boukari. Et je soutiens que les populations, sans causer de violence, soient fermes à l'idée de faire partie donc si vous devez demander quelque chose à Bourema Condé aujourd'hui, peut-être plus loin à Alpha Condé, c'est de d'abord de les destituer. Parce que quelqu'un qui nourrit ses enfants de taxes et d'impôts que l'ensemble paye ne peut pas se soustraire à l'obligation de payer alors qu'il exerce une activité économique. C'est quel exemple lui donne? Et si tout le monde à Gekedou refusait de payer comme lui les taxes du marché, alors que deviendrait la ville de Gekedou? Bien. Vous comprenez? Donc ce qu'on peut leur demander, c'est de montrer qu'ils ont un petit sens de patriotisme en enlevant cela carrément de l'administration territoriale. Notamment le secrétaire général de la décentralisation et le secrétaire de Gekedou et le secrétaire général de l'administration du côté de Gekedou. C'est à voir évidemment si il y a des oreilles attentives du côté du ministère de l'administration du territoire. Mais autre aspect de votre voyage à Gekedou, c'est aussi le constat que vous avez fait sur la route, l'infrastructure routière. Aujourd'hui, le président Alpha Condé applaudit des deux mains les actions qu'il est en train de réaliser sur nos routes, que ce soit ici dans la capitale Conakry, à l'intérieur du pays. Vous faites tout un autre constat. En fait, quand j'ai regardé les images de l'inauguration du pont Kaka, voilà, les gens étaient tellement contents qu'ils pensent que la Guinée, ça se limite à Kaka. Bon, Kaka, c'était quand même un bijou, vous l'admettez. Écoutez, c'est-à-dire que quand un gouvernement qui est en place depuis 7 ans fait un grand bruit pour avoir construit un pont, c'est que réellement il n'y a pas autre chose. Ça ne valait pas la peine? Non, enfin, on n'a pas besoin. Si un gouvernement travaille véritablement, tous les jours on devait inaugurer des ponts
Bien. en Guinée. Vous comprenez? Donc si on inaugure un pont en 7 ans, eh ben, je ne peux pas me réjouir. Entre autres, hein, ce n'était pas le seul pont qu'on a réalisé. Mais Il y a pas qu'on a réalisé. Enfin, je ne sais pas d'autres. Peut-être pas d'autres ponts à la dimension du pont de Kaka. Alors, donc, bref, donc vous dites que les infrastructures aujourd'hui dans notre pays public sont dans un état de vétusté tel que quand vous allez sur nos routes, honnêtement, d'une ville à une autre, vous priez à toutes les secondes que Dieu vous permette d'être là où vous allez. Pourtant, on pensait qu'on nous a présenté le tronçon Kissidou-Djekedou, je crois, Massantan, non, mais entre Sérédou, que ce sont des bonnes routes aujourd'hui. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la route a été, c'était au temps de Lansana Conté, que la route de Macenta a été construite en direction de Gekedou, arrivée à Kounemadou, c'est-à-dire à la limite entre Gekedou et Macenta, la route s'est arrêtée là. Vous comprenez? Cette fois, sous la présidence du professeur Alpha Condé, la route a été construite de Kissidougou jusqu'à Badala, hein, à une quinzaine de kilomètres de Gekedou. La route s'est arrêtée là. Okay. C'est-à-dire, c'est comme si Gekedou ne fait plus partie de la Guinée. C'est le constat que vous avez fait? Ça, c'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui ne sont pas cachées. Mais voyons la route, hein, en général, d'ici Kissidougou. Et j'ai fait aussi le tronçon de Kissidougou à Kankan. Et il vous souviendra qu'une compagnie burkinabé de construction de routes a eu le marché et a eu même l'argent et qui a disparu avec cet argent. Eh bien aujourd'hui, si vous prenez la route de Kissidougou-Kankan, il vous faut voir un marabout à Kankan ou à Kissidougou, le plus voyant, pour qu'il vous dise les sacrifices que vous devez faire pour être à Kankan ou à Kissidougou en bonne santé. Parce que sur une route de 195 km entre Kissidougou et Kankan, il vous faut un minimum de 6h30, si ce n'est pas 7h ou 8h, dépendamment de la nature du véhicule qui vous conduit. Donc il n'y a pas de travaux en ce moment? Aucun travail ne se fait sur ce tronçon. Aucun travail ne se fait. Pourtant, Ebomaf, justement, c'est la société dont il est question, Ebomaf a le contrat de faire la route Kissidou-Kankan. Comme vous l'avez dit, qui a reçu pratiquement voilà, une bonne partie de l'argent et qui a disparu. Il n'y a aucun travail qui se fait aujourd'hui entre Kankan et Kissidougou. Ça, c'est des choses qu'on doit demander au président de justifier. Où va l'argent public? Il doit justifier cela. Dans des pays sérieux, le président de la République peut être destitué à cause de ça. Vous comprenez? C'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars qu'on prend, on met dans les mains de quelqu'un et qui disparaît avec ça. Et les usagers, il faut voir dans les conditions difficiles dans lesquelles les gens sont en train de circuler. Mieux, toujours quand il s'agit, n'est-ce pas, de nos commis de l'État, de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité. Il paraît qu'il y a en République de Guinée ce qu'on appelle la gendarmerie mobile. Les mots ont un sens. Et quand on dit mobile, ça veut dire quelque chose qui est en mouvement. En mouvement. Une gendarmerie mobile, c'est une gendarmerie qui est en mouvement. Autrement dit, si cette gendarmerie relève de Koya, cette gendarmerie tous les matins doit faire la route entre Koya jusqu'à la limite avec India, hein, pour que, sachant qu'il y a des coupeurs de route sur nos routes qui tuent les gens, qui dépouillent les gens, etc., cette gendarmerie mobile aurait pu être la solution. Mais voilà ce que nous avons fait comme constat. Partout où nous sommes passés, ces gendarmeries-là sont immobiles. C'est exactement le contraire. Ils sont à quelques kilomètres de la ville, hein, ils font un barrage, c'est pour rançonner les gens. Si vous allez, on vous demande les cartes d'identité. Si vous présentez les cartes d'identité, on vous dit, est-ce que tu as les triangles? Oui, tu présentes les triangles. On dit, est-ce que tu as la boîte pharmaceutique? On n'a même pas d'hôpitaux qui ont des médecins ou des pharmacies dignes de ce nom. On demande aux pauvres usagers de la route, est-ce que tu as une boîte pharmaceutique? Et à cause de ça, ils rançonnent quotidiennement les gens. Pendant ce temps, sachant que la gendarmerie mobile s'est immobilisée au kilomètre 5 de la ville, eh bien, du kilomètre 6 jusqu'à l'infini, vous avez, si vous êtes un coupeur de route, le temps d'opérer. J'ai chahuté avec certains, quand je suis arrivé par exemple à certains endroits où on nous a arrêtés pour nous demander ceci ou cela, on leur a donné. J'ai dit, mais comment vous vous appelez? Nous sommes la gendarmerie mobile. Ils disent le mot sans même savoir le sens de ce mot.
Et ça, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Partout où vous allez, les gendarmeries mobiles sont immobilisées à quelques kilomètres de la ville pour rançonner pendant ce temps. Laissant le terrain aux malfrats de continuer à opérer impunément. Voilà donc les constats de Dr Faya en revenant de Djekedou, que ce soit sur le fonctionnement, on dirait maintenant, dysfonctionnement de l'administration locale, précisément à Djekedou, et l'état délabreux de nos routes, encore une fois, à l'intérieur du pays. Première partie de Café Débat, on va observer la pause thé. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie, et toujours avec l'invité du jour, Dr Faya. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat. Et comme vous le constatez toujours à mes côtés ici, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, et avec qui on a parlé dans la première partie de l'insécurité et son cas personnel, puisqu'il a reçu la visite des malfrats à son domicile qui ont structuré beaucoup de biens, notamment dans la nuit. Évidemment, la question de l'administration locale à Djekedou, les populations remontées contre deux cadres de la préfecture de Djekedou. Et pourtant, l'administration a décidé d'y poster des militaires au lieu justement de les sanctionner. C'était donc le constat de Dr Faya du côté de Djekedou. Parlons maintenant de tensions à Conakry, qu'elles soient politiques ou sociales. Aujourd'hui, on constate un surnombre de manifestations dans notre pays. Ça parle de troisième mandat, ça parle de mauvaise gouvernance, ça parle du régime Alpha Condé qui, pour certains, en fait, ne fait pas régner un peu le paradis pour les Guinéens, paradis qu'il a pourtant promis à l'ensemble des Guinéens. En gros, qu'est-ce que vous dites d'abord de cette multiplication des manifestations? Il y a des artistes qui manifestent. On a eu Takana hier qui s'est fait arrêter d'ailleurs. Il a été précédé par son ami Eli Kamano aussi avec son staff. Et on a des commerçants qui veulent sortir, je crois, le 3. Ajouter à cela les politiques, eux qui sont habitués, en tout cas ça devient un sport pour eux, pour vous, notamment ces manifestations. Donc, quelle est l'analyse que vous faites de cette multiplication des manifestations dans notre pays? Vous me permettrez d'abord de commencer par m'acquitter du devoir de témoigner la solidarité de tous les militants et sympathisants du Bloc libéral, n'est-ce pas, envers ces personnes des Guinéens qui sont en train de manifester un ras-le-bol et qui se font, n'est-ce pas, traiter comme des malfrats. Je précise que, en apprenant que la manifestation organisée par l'artiste Zayon, par exemple, n'avait pas fait l'objet d'informations à l'autorité, je conseille à tout un chacun de se conformer aux dispositions légales quand vous voulez faire une manifestation. Ceci est extrêmement important. Mais le fait que quelqu'un ne se soit pas conformé à une procédure donc légale ne veut pas dire qu'il devient un criminel et qu'il faut le traiter comme tel. Parce que quand on voit l'image de la façon dont les gens sont maltraités, on penserait la façon dont Takana, par exemple, a été interpellé, a été maltraité. Ça insulte la conscience. Et il faut donc témoigner une solidarité à Takana et à ses amis et dire qu'il y a aujourd'hui des symptômes clairs d'un malaise généralisé. Parce que il y a quelque temps, on parlait simplement des politiques qui étaient dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est des artistes dans la rue, les enseignants dans la rue, les commerçants qui vont descendre dans la rue. Et donc tout le monde va descendre dans la rue. Alors, ce que nous pouvons conseiller aux uns et aux autres... Quelle doit être la posture, et c'est la question justement de l'État ou de la gouvernance Alpha Condé face à cette multiplication des tensions? Il faut que le président Alpha Condé sorte du tour d'ivoire
chose dans lequel il s'enferme. Les gens viennent autour de lui pour dire « Non, monsieur le président, c'est vous qui nous avez sortis de l'obscurité, vous nous avez donné des routes », sans montrer ces routes-là. Parce qu'il mange à la paume du président, ils viennent lui mentir. On nous a appris le terme rideau entre la vérité et le président depuis au temps de Lansana Conté. Et bien c'est la même chose qui est en train de continuer aujourd'hui. Vous voulez dire que Alpha Condé est coupé de la réalité? Complètement coupé de la réalité, parce que s'il fait éloge des réalisations, il faut bien qu'il les montre. Vous comprenez? Il faut qu'il les montre. On a vu Kaleta. Kaleta, c'est combien de mégawatts? Ça a coûté combien l'énergie depuis que le professeur Alpha Condé est arrivé? C'est des milliards. Ça nous aurait donné, n'est-ce pas, des barrages qui pouvaient électrifier la moitié du pays. Ce qui a été dépensé par le professeur Alpha Condé pour un barrage de combien de mégawatts qui ne peut même pas couvrir toute la ville de Conakry. Donc là, il faut que le président et son gouvernement comprennent que ça commence à prendre de l'ampleur. Et il faut tenir compte de ça. Il faut sortir. Est-ce que ça ressemble un peu aux prémices de la fin d'une règne de 2006 qu'on a connu? De la fin, ce n'est même plus 2006, c'est 2007. Parce que ça là, tel que c'est en train de, la cadence que nous sommes en train de voir, ça ne va pas durer longtemps. Bien. Ça ne va plus durer longtemps. Et le conseil que moi je peux donner aux uns aux autres, c'est que je sais que tout le monde est frustré aujourd'hui en Guinée. Les enseignants le sont, les élèves le sont, les militaires le sont, les policiers le sont, les gendarmes le sont, tout le monde est frustré. C'est de se donner la main, organiser ensemble. On est tous des Guinéens. Il ne faut pas qu'on nous divise pour dire, vous là vous êtes des politiques, vous êtes des artistes, vous êtes des militaires. Nous sommes tous dans cette Guinée qui est en train de mourir. Pourquoi nous mourons? Nous mourons parce que la Guinée, quand vous allez aujourd'hui dans nos marchés, c'est là où on va faire les achats pour venir préparer pour le repas unique que certains peuvent s'offrir en Guinée. C'est un repas unique. Alors, ce repas unique, quand on sait là où on va acheter des condiments, on n'a pas le goût de manger. Vous comprenez? Donc, c'est des tonnes de microbes et de virus qui rentrent dans nos familles tous les jours. Parce que les marchés sont sales. Sont complètement sales, les rues sont complètement sales. Et c'est pour répondre à cela justement qu'Alpha Condé, la dernière fois il était allé à Madina, il a décidé de rénover le marché Madina et de rénover le marché de Koléa. Donc vous ne pensez pas qu'il est en train de répondre à ses préoccupations? Écoutez, c'est des feux de paille. Je crois qu'il faut donner une solution définitive au problème d'insalubrité dans la ville de Conakry. Bien. Vous comprenez? Alors, oui. Et pour cela, ce n'est pas du feu de paille qu'on a besoin. Donc il doit être à l'écoute des populations. Il doit être à l'écoute des populations et il doit dire à ceux qui sont autour de lui, qui pensent que comme ils ont détaché la ceinture pour manger les deux mains, que ça ne doit plus finir. Et donc ils pensent à un deuxième ou un troisième ou un quatrième mandat. Il faut qu'ils leur disent, taisez-vous, laissez-moi finir le mandat là et je vais partir. Bien. Et qu'ils disent au peuple de Guinée, je respecterai la constitution en vertu de laquelle j'ai été élu 2 fois par le peuple de Guinée. S'il ne le fait pas, ce qui risque de lui arriver, c'est ce qui est arrivé à son ami Blaise Compaoré. Bien. Et alors on va revenir sur certains propos d'Alpha Condé ces derniers temps, pour soit nous dire que vous êtes en train peut-être de rêver ou que lui il est déterminé en tout cas à poursuivre son agenda caché. Je vais revenir là-dessus, mais avant, qu'est-ce que vous direz? Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs manifestations, mais on va les classifier. D'abord, celle de l'opposition républicaine, qui a commencé d'abord par une série de meetings. On a vu le meeting de Kaloum, on a vu le meeting qui a été tenu ici, dans la commune de Matoto, précisément au stade de Sangoya, à Ratoma. Et donc, il y aura la manifestation du 2 août et plusieurs autres manifestations. Est-ce que vous êtes, je vais dire, du même esprit, la même démarche que l'opposition républicaine, en tout cas, bloque ces lots? Parce que le FAD n'est pas non plus d'accord avec cette démarche. Écoutez, pour ce qui concerne les manifestations, je sais que bon, du côté des politiques, ils ne peuvent pas ne pas avoir des revendications politiques. Mais je crois que Albert Einstein a dit que la folie, c'est de faire la même chose tout le temps et s'attendre à un résultat différent. Cet agenda politique, il est bloqué. Mettons ça un peu de côté, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas de code électoral. Il y a un code électoral, mais qui a des insuffisances que tout le monde connaît.
On n'a pas corrigé ces insuffisances, on a essayé de faire évoluer la loi. Et on a donc produit un nouveau code. Ce nouveau code, la Cour constitutionnelle a trouvé plus d'une vingtaine d'articles qui sont déclarés non conformes à la Constitution. Et aujourd'hui, la CENI elle-même, qui devait déjà changer, et du point de vue de sa forme, et du point de vue de son contenu, vous comprenez, est en crise. Vous comprenez? Donc tout ça réuni, nous devons serrer. Et je vais vous dire une chose. Les populations sortent dans la rue pour des choses qui concernent tout le monde. La malpropreté, par exemple. Et je veux que tout le monde, qu'on soit commerçant, qu'on soit militaire, parce que même les militaires, ils envoient leurs femmes faire le marché tous les jours et leurs femmes amènent des tonnes de microbes à la maison qui rendent malades les enfants qui, souvent, ne sont pas traités parce que les hôpitaux n'ont même pas le minimum. Bien. Vous comprenez? Alors, que tout le monde, on se dise un jour, on envoie un message clair au président Alpha Condé. Il y a l'argent pour que Conakry soit propre. Si Conakry n'est pas propre d'ici telle date, tout le monde, on descend dans la rue. Tout le monde, qu'on soit militaire, commerçant, qu'on soit ministre, parce que même les ministres, leurs femmes vont au marché. Bien. Vous comprenez? Que tout le monde descende dans la rue pour la malpropreté. En attendant ce mouvement social, peut-être spontané, ça ne sera pas spontané, il faut que ça soit bien préparé et qu'on invite tout le monde à venir. On dit, si l'ultimatum est donné clairement au président de la République, que si les ordures ne quittent pas la ville de Conakry ou les centres urbains de l'intérieur du pays à telle date, nous sortirons dans la rue et nous nous dirigerons vers Sectoria et prendra au sérieux. Voilà, alors d'ici là, mais déjà, que dire du planning de l'opposition républicaine version Cellou Dalein? Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous allez manifester avec eux? Je sais que c'est un calendrier de manifestation qui a été défini par l'opposition républicaine au moment où le bloc libéral que je dirige n'était pas invité aux réunions. Donc, nous ne questionnons pas la pertinence de ces manifestations parce qu'ils dénoncent effectivement la non-application des accords. Nous constatons qu'effectivement les accords ne sont pas appliqués. Mais, étant donné que nous n'avons pas été associés à tout cela, nous aurions pu dire notre mot et voir quelle est la manière plus intelligente de le faire. Nous avons reçu une lettre du chef de file de l'opposition nous demandant de venir au moment où les manifestations ont commencé. Par respect pour nous-mêmes, on a dit, si nous participons à la conception des manifestations, et nous serons là donc pour leur mise en œuvre, mais pour celles qui sont en cours maintenant, non pas pour des raisons évoquées par les uns et les autres, nous sommes un parti qui se respecte, et donc nous avons dit, nous sommes de l'opposition, nous continuerons à nous battre du côté de l'opposition, mais pour ces manifestations précises, nous ne prendrons pas part. Donc le PL ne prendra pas part à ces manifestations qui sont déjà planifiées maintenant à son insu. Voilà. Quand vous réintégrez l'opposition républicaine et que vous allez prendre part aux réunions, les prochaines manifestations, vous prendrez part. Tout à fait. Mais justement, est-ce qu'il y a le signe de ce retour de Faya au sein de l'opposition républicaine? C'est pas Faya, c'est le retour donc, du bloc libéral. Que vous avez été à un tête-à-tête avec Cellou Dalein Diallo il y a 2 semaines. Est-ce que c'est le signe que vous voulez revenir au sein de cette opposition républicaine? Écoutez, il y a eu un entretien effectivement avec le chef de file de l'opposition qui a concerné la place du bloc libéral au sein de l'opposition républicaine. Nous avons donc discuté de long en large sur cette question-là et nous avons exprimé notre point de vue. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que l'opposition est démembrée. On parle de l'opposition républicaine, n'est-ce pas, qui était le noyau dur de l'opposition et qui s'est désintégré. Oui. Parce que ceux qui ont pris la décision des manifestations, à cause de la création du FAD, bon, une alliance, c'est tout à fait normal qu'elle se crée. Mais si elle se crée contre l'agenda qui avait déjà été adopté et qui avait déjà été acté, c'est la question qu'on se pose. Donc, nous avons posé le problème en termes d'unité de l'opposition dans son Donc la démarche du FAD, parlons-en, de se distancer de Cellou Dalein Diallo, de créer une alliance, Mouktar Diallo, Aboubakar Sylla, Jean-Marc Teliano, rejoint par Aboubakar Souma et honorable, je ne sais pas, du PGRD, quelque chose comme ça. Alors, comment vous voyez cette démarche-là? D'abord, les mots ont un sens. Je crois que ce n'est pas se distancer de l'UFDG. Ah. Non. Les alliances, ça existe sur n'importe quel
échiquier politique. Pourtant, ça s'est imposé à tout le monde, ça s'est imposé à l'UFDG qui est rentré dans un bras de fer tout de suite avec les autres. Non, écoutez, il faut que les gens contrôlent les nerfs. Leurs nerfs. Sinon, on va continuer à augmenter, à intensifier la crise au sein de l'opposition. C'est tout à fait normal que 1, 2 ou 3 partis se disent donnons-nous les mains pour aller à des élections. Ça, c'est une alliance électorale. Il y en a des alliances. La CPR, qui est en place depuis 2015. Hein? Autour de notre parti. Le BL est membre de la CPR. Il y a comment on appelle ça, le parti cadre. Il y a plusieurs partis, au moins 7, qui sont dans cette alliance. Est-ce que ceci est en opposition avec le reste de l'opposition? Non. Ça, c'est simplement une dynamique qui se crée à la veille des élections pour que ensemble on essaie on essaie de mettre nos forces ensemble pour aller à des élections. Les autres considèrent ça comme un signe de conflit, et c'est là que je me pose la question. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a plus le droit d'avoir une alliance sur l'échiquier politique guinéen? L'opposition républicaine n'est pas une alliance, c'est une plateforme de combat qui a été créée et nous nous sommes fixés comme objectif de travailler tous ensemble pour s'assurer que les élections soient propres en République de Guinée. Une fois que les conditions sont réunies pour un scrutin propre, ben, chacun pour soi et Dieu pour tous. Celui qui a le meilleur projet de société, celui qui peut mieux promettre, c'est-à-dire qui peut offrir, si vous voulez, la meilleure vision de la Guinée future, que cette personne la gagne pour voir la Guinée changer. Donc pour moi, je considérais que c'est un problème simple et c'est tout à fait naturel qui ne devait pas intensifier la division de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est le problème dans notre opposition. Nous avons eu un point de vue différent. Hein? On l'a exprimé en tant que parti politique de manière souveraine, on est attaqué. Je trouve qu'il faut qu'on fasse très attention par rapport à cela. Sinon, eh bien, on va complètement dénaturer ce que politique est dans notre pays finalement. Alors oui, on va s'attendre bientôt à votre retour, puisque les négociations sont à court, mais est-ce qu'on peut s'attendre à Faya, porte-parole de l'opposition républicaine, parce que c'est ce qui se dit aussi. Bon, je pense que vous allez remplacer Abakar Sylla. C'est un poste que j'ai déjà occupé, j'étais le porte-parole du collectif qui a commencé, si vous voulez, l'action d'opposition au régime du professeur Alpha Condé. Je crois que, pas pour nous jeter les fleurs, en ce moment-là, l'opposition était encore plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, j'ai un parti politique à construire. Hein, le bloc libéral, c'est un grand rêve pour notre pays. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à faire au sein du bloc libéral pour vouloir aller à la conquête d'un poste de porte-parole. Non, je veux être aux côtés des populations de Siguiri, de Kankan, de l'Abbé, etc., pour parler des problèmes auxquels ils sont confrontés et leur expliquer comment le BL va résoudre ces problèmes-là. Ceci est beaucoup plus important pour le bloc libéral que je joue un tel rôle que de m'arrêter chaque fois à parler au nom de toute Alors, si vous et Cellou Dalein Diallo n'avez pas parlé de porte-parole de l'opposition, de quoi vous avez parlé lors de votre rencontre? Bien, nous avons parlé de l'opposition d'une manière générale. Il m'a expliqué, on a fait le constat de ce que l'opposition républicaine devient. Bien. Il faut bien rappeler que cette opposition républicaine s'est désintégrée il y a longtemps. Rappelons-nous que dans cette opposition républicaine, il y avait l'UFD de Baba Diko. Il y avait l'UFR de M. Sidi Touré, il y avait le PDM de M. Lansana Kouyaté, il y avait la NGR de M. Abessila, il y avait le GPT de Kassori Fofana. Tout cela était dans cette opposition républicaine. Et tout cela sont aujourd'hui en dehors de l'opposition républicaine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Bien. Il faut qu'on se pose la question. Et c'est pour cette raison, l'approche que nous, au niveau du bloc libéral, nous sommes en train d'adopter, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, nous avons suggéré à l'opposition guinéenne de nous retrouver autour d'une table à l'occasion des États généraux de l'opposition pour se poser la question sur l'avenir de l'opposition dans notre pays. Aujourd'hui, appelons-le
états généraux de l'opposition, appelons-le atelier sur l'avenir de l'opposition guinéenne, il est important qu'à un moment donné, nous nous arrêtions, nous fassions un diagnostic de la situation, qu'on identifie qu'est-ce qui est la cause du fait qu'en 60 ans d'existence de notre pays, bientôt nous aurons 60 ans, en 60 ans d'existence de notre pays, donc 60 ans d'existence pour l'opposition, l'opposition guinéenne n'a jamais réussi à créer l'alternance, n'est-ce pas, politique. Bien. À chaque fois qu'un président arrive, eh bien, tout le monde dit qu'il doit mourir au pouvoir. Et quand il meurt, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Et pour arracher ça avec eux, ça devient difficile. Bien. Vous comprenez? Oui. Comment on peut dépasser ça? Donc, vous pensez... Quelle est la cause des échecs à répétition de l'opposition? Nous ne sommes pas les seuls acteurs aujourd'hui qui sont face à un échec de l'opposition, y compris celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Il a échoué plusieurs fois de créer l'alternance. Il a fallu que Lansana Conté meure, que les militaires arrivent au pouvoir pour qu'une situation de circonstance se crée avec l'effort de tout le monde pour qu'il y ait des élections qui le portent au pouvoir. Il faut que nous sortions de ce schéma-là. Donc c'est cette réflexion que vous avez faite avec Cellou Dalein Diallo. Ce sont des idées que nous mettons sur la table. Bien. Et nous n'entendons pas simplement nous limiter à Cellou Dalein. Nous allons également aller vers tous ceux qui ont dans comment on appelle ça, dans leur vision des choses, si vous voulez, l'ambition, voilà, l'ambition. Pas nécessairement, on peut appeler ça état généraux, on peut appeler ça comme on veut, mais il faut un temps de réflexion, un temps de diagnostic de la situation pour nous projeter dans l'avenir. Bien. Une brève appréciation des résultats du baccalauréat, puisque vous êtes issu du monde de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats que certains qualifient de désastreux ou sinon de plus ou moins rigoureux? Ben, il faut d'abord commencer par féliciter ceux qui sont déclarés admis. C'est quand même un effort qui a été fourni et ils ont réussi quand même à avoir le baccalauréat malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils ont étudié, malgré toutes les carences que nous dénonçons au niveau du corps professoral, malgré, disons, tout ce que nous dénonçons dans ce système. Il faut donc continuer à les féliciter et les encourager à persévérer dans l'effort. Le problème dans notre système éducatif, c'est qu'il n'y a qu'une seule victime. Il n'y a qu'un seul bouc émissaire. L'enfant qui va à l'école, il va pour apprendre. Pour qu'il apprenne, il faut qu'il y ait un enseignement. Et cet enseignement-là doit être donné avec une certaine compétence pour que l'apprentissage se fasse. On est en train de blâmer que l'apprentissage ne soit pas en train d'être fait, sans se poser la question si l'enseignement est en train d'être bien donné. Aujourd'hui, dans notre pays, n'est pas enseignant qui le veut, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir enseignant aujourd'hui dans notre pays. Donc en fait, est enseignant qui le veut. Et enseignant qui le veut en Guinée. Si vous voulez être demain professeur dans une classe, même si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez, parce que nous avons des gens qu'on appelle des contracteurs qui sont à l'intérieur du pays, certains n'ont aucun diplôme. Donc ce taux de 27,15% n'est pas forcément le signe d'une certaine rigueur, mais du niveau bas des candidats. Le niveau bas des candidats et le niveau bas de l'enseignement. Du système lui-même. Voilà, du système lui-même. Le système est très mal géré. Les enseignants, il faut questionner d'abord leur formation, il faut questionner leur salaire, leur traitement, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Il y a beaucoup de choses qui constituent des faiblesses sérieuses aujourd'hui. Mais quand on finit le baccalauréat ou le brevet, les seuls qu'on semble blâmer, c'est des élèves qui n'apprennent pas. Non, pour que les élèves apprennent, et ils apprennent bien, il faut qu'il y ait un bon enseignement et une bonne administration, etc., etc. L'argent qu'on vote tous les ans pour l'éducation ne semble pas arriver dans les classes. Or, c'est au niveau de la classe, au niveau de l'école, que nous devons améliorer, n'est-ce pas, les choses pour que l'apprentissage se fasse très bien. Quelles sont les écoles aujourd'hui en Guinée qui ont une bibliothèque digne de son nom, qui ont un laboratoire informatique, qui ont même des latrines? Ça dépend d'abord de la valeur qu'on accorde à la politique. Justement. De l'éducation, il faut le budget qu'on alloue d'abord au ministère, il faut l'augmenter. Non seulement il est insuffisant, il est mal utilisé, l'argent reste ici à Conakry, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit. On demande aux enseignants de se débrouiller et on dit à quiconque veut enseigner d'aller enseigner. Voilà en fait l'image de l'éducation guinéenne aujourd'hui. Donc on ne doit pas simplement se focaliser sur les enfants qui n'ont pas appris, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il y avait suffisamment de moyens pour que les enseignants puissent donner un bon enseignement? Est-ce qu'il y avait des équipements nécessaires pour que le cadre d'apprentissage soit enrichi? Il n'y a pas tout ça.
Bien. Voilà, docteur Faya Milimono, on va finir cette émission en vous focalisant sur Alpha Condé. Alpha Condé est révolutionnaire désormais. Vous l'avez écouté la dernière fois au siège du parti politique qu'il a porté au pouvoir, qui disait que s'ils ont bloqué Sékou Touré, lui, on ne le bloquera pas et personne ne peut imposer des principes à lui, Alpha Condé, désormais, parce qu'il va développer la Guinée. Qu'est-ce que vous voyez derrière ces discours? Qu'est-ce que vous voyez derrière cette métamorphose de l'homme? En 2 minutes. Non, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on l'empêche? Qui l'empêche? Il parle de l'Occident peut-être. Non, mais attendez. Vous savez, je veux qui a empêché, il parle de De Gaulle qui a empêché Sékou Touré, qui a empêché la Guinée. Non, sortons de là. Aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous sommes à l'âge de la maturité. Ça fait bientôt 60 ans que nous sommes indépendants. Nous ne pouvons pas continuer à justifier nos échecs en pensant à autrui. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait de l'échec que nous vivons aujourd'hui? Je crois que c'est un discours assez populiste. Je l'écoute, il va à l'extérieur, il dit par-ci, donnez-nous, laissez-nous en paix, laissez-nous évoluer avec notre démocratie comme on veut, etc., etc. Tout ça, c'est du populisme. Les vraies questions, lui en tant qu'Alpha Condé, élu en 2010, pendant 5 ans, quel a été son bilan? Qui se pose la question par rapport à ça. Parce que c'est un combat qu'il a mené pendant près de 40 ans pour y arriver. Il a eu l'opportunité d'avoir 365 jours fois 5 pour faire une différence dans la vie de ses compatriotes. Après 5 ans, quel est son bilan? Qui se pose la question par rapport à cela. Ce révolutionnaire Alpha Condé, c'est une fuite en avant? C'est une fuite en avant, et quand on dit non, on ne veut pas de la CPI parce qu'on ne juge que les Africains. Si les Africains sont les seuls qui violent les droits de leur peuple, mais pourquoi ne pas les envoyer là? Vous comprenez? Donc c'est du populisme, il faut qu'on sorte de là pour emprunter le chemin de la responsabilité pour nos pays et pour nos peuples. Donc ce n'est nullement du panafricanisme? Non, le panafricanisme est ailleurs. Aujourd'hui, comment Alpha peut vendre l'idée de panafricanisme lorsque pour quitter Conakry, aller à Kindia, pour un Guinéen, il a des problèmes? Bien. Quand un Libérien veut venir en Guinée, il a des problèmes. Quand un Sénégalais veut venir en Guinée, il a des problèmes. Et il parle de... Le panafricanisme, c'est quoi? Voilà. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est le président en exercice de l'Union africaine. A-t-il d'abord proposé, j'ai commencé par donner l'exemple lui-même, de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, la Guinée met fin à l'existence à l'extérieur de toutes les ambassades que nous avons. Nous voulons un ambassadeur pour l'Afrique à l'ONU, à Washington, à Paris, etc., etc. Vous savez combien d'argent nous allons sauver? On a des ambassades à l'extérieur qui ne peuvent même pas payer les factures d'électricité et de l'eau. Vous comprenez? La vision du panafricanisme telle que nous l'a vendu Nkrumah, qui n'a pas été compris par ses pairs, ce n'est pas de ça que le professeur Alpha Condé est en train de parler. Voilà donc, Dr Faya Milimono, merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. C'est moi qui remercie. Merci bien. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.